I see it. Great. Aliyah, go ahead whenever you're ready. Bonjour. Alia. Alors, bonjour et bienvenue à notre webinaire, donc NEED sur le handicap dans les études au cycle supérieur. Alors, j'aimerais commencer par une reconnaissance territoriale. L'Association nationale des étudiants handicapés au niveau postsecondaire, NEED, j'aimerais commencer cet événement en reconnaissant que la terre sur laquelle on se réunit est le territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin Anishinaabe. En tant que colons, nous sommes reconnaissants d'avoir la chance de se réunir ici et nous remercions toutes les générations de personnes qui ont pris soin de cette terre depuis des milliers d'années. Nous nous engageons à continuer à explorer et à apporter des contributions significatives aux appels à l'action qui résultent de la Commission de vérité et réconciliation du Canada. Elisabeth. Alors, merci beaucoup. Mon nom est Elisabeth Moller, donc je serai votre hôte pour ce panel. Nous avons trois invités que je vais vous présenter dans un instant. Avant ça, on a également un autre invité que l'on sera heureux d'accueillir. Alors, avant d'ouvrir notre panel, j'ai invité le docteur Kathleen Clark à nous parler de sa recherche, donc qui parle, en fait, qui porte sur les différents obstacles rencontrés par la population de personnes en situation de handicap pendant la COVID, pendant la pandémie. Alors, merci, Elisabeth. Alors, j'ai quelques images à vous partager et je vais demander à Frank également de partager ma présentation dans le chat. Parfait. Alors, merci de m'avoir invité. Mon nom est Kathleen Clark et je suis assistante professeure à l'Université Wilfrid Laurier. Juste pour vous donner un petit peu mon idée de mon parcours, j'ai fait mon doctorat à l'Université de Toronto et ma thèse s'est concentrée sur les étudiants, sur la santé mentale des étudiants. Et donc, j'ai utilisé différentes évaluations pour à peu près 6000 étudiants qui ont composé mon échantillon et j'ai comparé la population étudiante à la population des cycles inférieurs, donc des études de cycle inférieur. Donc, la comparaison entre les cycles inférieurs, études cycle inférieur et supérieur. Et puis, donc, avant de passer au projet plus spécifiquement en partenariat avec NEEDS, je voulais vous partager un peu ma trajectoire dans le programme de doctorat que j'ai suivi pour normaliser donc l'école postsecondaire. Donc, ce n'est pas un processus linéaire, la façon dont on commence, parce que on s'attend au départ à finir dans un certain nombre d'années, mais les choses ne se passent pas toujours comme on l'avait prévu. Donc, c'est un petit peu ma trajectoire que j'ai suivie. J'ai commencé en 2013, j'ai pris des cours. D'abord, ça m'a pris 5 ans pour terminer mon doctorat. Et donc, pour ce qui est de ce parcours, il n'y a pas vraiment grand-chose qui était marquant, disons. C'était un parcours normal. Mais je vais m'arrêter sur certains des aspects qui ont retardé, disons, la complétion de mes études. Alors, pendant ma deuxième année, donc j'ai fait des examens généraux et après mes examens généraux, un autre membre. Alors, d'abord, un premier membre de la faculté a dû quitter, ensuite un deuxième la même année. Donc, j'ai dû trouver un autre superviseur pendant que je me préparais à mes examens finaux. Alors, c'était un défi. Heureusement, quelqu'un est venu m'aider. Alors, j'ai commencé mon travail. J'ai reçu mon approbation donc juste avant mon mariage. Et puis ensuite, j'ai recueilli des données pendant ma 4e année
d'études en même temps que j'ai eu mon enfant, mon fils, en juillet 2018. Ensuite, j'ai pris un peu de temps pour moi. Je me suis remise à écrire. J'ai envoyé au mois de juin ma thèse au comité. J'ai défendu ma thèse en mois de septembre et j'ai gradué au mois de novembre. Donc, pendant cette période, j'ai également commencé un nouveau travail et j'ai acheté une nouvelle maison. Donc, ça, c'est, disons, les facteurs de ma vie personnelle qui sont intervenus. Pendant tout ce processus, il y avait également des défis en matière de santé mentale qui ont duré des semaines ou des mois où j'étais incapable de faire tout progrès, que ce soit sur mon écriture de thèse. Donc, peu importe si on est en études pour maîtrise ou doctorat, on a tous un parcours à suivre pour compléter des études supérieures. Et donc, je suppose qu'on est tous, on essaie tous de trouver des façons pour s'en sortir. Alors, je voulais juste normaliser, disons, mon parcours parce que ça arrive, c'est souvent ce qui arrive à des étudiants. Donc, la première question que je reçois souvent, c'est quoi la différence entre les étudiants euh, qui continuent leurs études au niveau supérieur et est-ce qu'ils auraient besoin d'un support vraiment sur mesure? Et puis, quelle est la différence entre les études euh, au niveau supérieur ou inférieur? Et donc, de voir comment est-ce que l'on peut mieux répondre aux besoins des étudiants. Donc, ce sont les thèmes de façon générale autour de l'éducation. Donc, quelles sont les références, quelles sont les responsabilités additionnelles, quelle est la participation aussi en production d'informations complémentaires, et puis la socialisation dans le cadre de la profession, et puis l'isolement souvent que l'on vit lorsque l'on arrive au cycle supérieur. Alors, ce sont les différents sujets qui ont été traités dans la documentation. Et lorsqu'on se concentre sur des étudiants en situation de handicap, par contre, il y a des questions qui ont trait à la préparation de l'emploi, d'abord la supervision, la préparation à l'emploi, et puis je voulais également mentionner une étude qui a été faite. La première fois que la question a été posée sur le handicap, dans ces sondages, c'était en 2016. Et cette question est intégrée au sondage à cause en fait, du travail de plaidoyer qui avait été fait par NEEDS. Et donc, c'est important pour comprendre quelle est la prévalence, l'importance de la présence d'étudiants en situation de handicap. Et quand on a regardé les réponses en 2019, on parlait essentiellement d'étudiants qui avaient des problèmes de santé mentale ou des problèmes d'apprentissage. Alors maintenant, c'est important de pouvoir recueillir des données probantes et d'utiliser cette information pour ajouter du support ciblé, spécialisé sur campus. Donc, le premier projet sur lequel j'ai travaillé, c'est une étude qui a été réalisée à Laurier. On a interviewé 39 étudiants qui se sont identifiés comme ayant des handicaps et on a fait la collecte de données. Suite à la collecte de données, les réponses étaient vraiment très claires. On a pu avoir la réaction de la part de nombreuses personnes. On a pu commencer également l'analyse des données maintenant. Donc, en utilisant cette étude, on a alimenté l'étude sur laquelle je travaille en ce moment en partenariat avec NEEDS. Donc, c'est ces données-là qu'on a utilisées également. Alors, je suis en partenariat avec NEEDS, Frank, Elisabeth et Chloé. Et donc, on a fait une demande de subvention pour se pencher sur les étudiants en situation de handicap et comment ils ont pu fonctionner tout au cours de la pandémie
et quels ont été les changements en termes de support qui leur a été offert. Alors, on se prépare à recueillir les dernières données cet été et on va donc ensuite faire un suivi avec d'autres entrevues. Donc, c'est pour vous mettre en contexte, si jamais vous voulez participer à cette étude, on vous invite à nous faire savoir. Vous recevrez un appel de Frank et puis on vous enverra le questionnaire pour que vous puissiez le remplir et puis ce sera suivi par une entrevue. Et je voulais également mentionner que je me penche également sur les questions relatives à l'accessibilité et également sur le personnel, parce qu'il s'agit de créer un environnement où il y a une responsabilité partagée pour pouvoir supporter et aider les étudiants en situation de handicap. Et bien sûr, le plaidoyer est important, mais on a besoin aussi au niveau institutionnel d'une participation de la part de l'institution, du personnel et de leaders au niveau senior également au sein de l'université qui défendent ces enjeux. Alors, je vais inviter Elisabeth maintenant à ouvrir la discussion sur les expériences vécues, les témoignages. Donc, en tant que membre de la faculté, je peux vous assurer que j'écoute, je suis à l'écoute et j'espère qu'on pourra certainement collaborer ensemble pour avancer sur ces enjeux. Merci, Kathleen. Avant de laisser que le panel se présente, je me présente, Elisabeth Moller, et je suis chercheuse avec NIDS depuis 10 ans maintenant. Et je suis une candidate au doctorat à l'université et je viens de finir mes examens et je commence à travailler à ma thèse. Donc, on a bien hâte d'entendre cet échange entre les panélistes. Alors, je vais vous inviter à vous présenter chacun des panélistes et nous dire un petit peu quels sont vos parcours académiques et quels sont les enjeux sur lesquels vous travaillez maintenant. Alors, mon nom est Calvin Rose. Le pronom que j'utilise est Yel et je suis actuellement à ma maîtrise en travail social à l'université McMaster. C'est un programme d'un an, je fais ma recherche maintenant. Enfin, tout fonctionne bien. Merci. Maintenant, je suis donc en travail social, mais j'ai fait d'autres travails comme en défense, justice de personnes en situation de handicap, soutien aux pairs. Donc, ma thèse est sur la professionnalisation du soutien entre pairs et comment cela a un impact sur leur travail au quotidien. Merci, Calvin. C'est super. Le soutien entre pairs est tellement critique. Margaret, peux-tu te présenter, te dire tes pronoms si tu es à l'aise, parler de ton programme? Merci, je m'appelle Margaret. Mon pronom est elle. Je suis à l'Université de Windsor. Je suis dans le programme professionnel d'études travail en travail social. C'est un long programme de 32 mois pour les personnes qui n'ont pas un baccalauréat en travail social, mais en un programme relié. Le mien, c'était en études du genre et études féministes et travail et justice sociale. Donc, on a du travail de cours la fin de semaine et on travaille la semaine. C'est tout un défi d'être dans ce programme. Les sujets de recherche qui m'intéressent sont la santé mentale des enfants, en particulier les jeunes enfants de 0 à 6 ans. Merci beaucoup.
Et l'équilibre, comme vous avez mentionné, l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, c'est aussi très important. Karen Tang, maintenant, mes pronoms sont she, her, elle. Donc, je suis une étudiante au doctorat en psychologie clinique à l'Université de Dalhousie en Nouvelle-Écosse. Mon programme, je suis dans ma 3e année. J'ai enfin fini mes cours après 3 ans. Maintenant, je me concentre sur le placement clinique. Donc, je travaille avec des adultes ainsi que sur ma recherche de dissertation sur la stigmatisation et la culture et les handicaps et les jeux vidéo et l'intersection de tout ça. Merci. Donc, on parle d'un retour sécuritaire au campus et je me demande, je vais commencer avec Calvin, si ça vous va. Qu'est-ce que vous pensez, à quoi ressemblerait un retour sécuritaire sur les campus selon vous et selon les discussions que vous avez eues autour de vous? Donc, en résumé, il faut prendre la pandémie au sérieux, ce que les gens font de moins en moins ces jours-ci. Donc, que les masques soient encore obligatoires, que la distanciation soit obligatoire dans les salles de cours et à l'extérieur de celles-ci, mais aussi la disponibilité des options d'apprentissage en ligne, sachant que ce n'est pas nécessairement sécuritaire pour tous et toutes de retourner en personne. Donc, j'aimerais voir plus de flexibilité avec l'apprentissage en ligne, alors que les cours soient enseignés en classe, mais aussi diffusés en ligne. Donc, d'avoir cette option de donner un vrai choix aux gens pour qu'ils puissent choisir ce qui est mieux pour eux, sans avoir à prouver pourquoi. Très important. Pas toujours avoir à prouver ce besoin de toujours avoir à prouver et d'avoir cet environnement d'apprentissage flexible et adaptable. Alors, prochaine personne, Margaret, sur le retour sécuritaire sur les campus. Oui, donc je crois que j'ai commencé mon programme en 2020. J'ai pris un congé de maternité de 2 ans aussi, mais avant, j'étais à l'école en personne. Et durant la pandémie, notre programme a choisi de devenir entièrement virtuel. Certains de mes collègues auraient préféré l'option en présentiel. Personnellement, je préfère l'option en ligne quand on a différents besoins. On peut être plus flexible avec cette option en ligne. Donc, pour nous, c'était automatique et maintenant, ce programme qui existe depuis 10 ans va être en ligne de façon permanente. Vous savez, ces transitions aussi, avec certains programmes qui voient que ça fonctionne, ils entendent de bons commentaires et décident de rester comme ça, de modifier au besoin. Et on voit les gens qui font du travail clinique, si elles ont une famille, ça donne tellement de flexibilité d'avoir cette option en ligne, mais aussi avec l'accessibilité. J'ai entendu beaucoup de mes étudiants dire qu'ils préféraient l'option en ligne et beaucoup disaient que ça leur permettait d'utiliser l'énergie qu'elles mettaient à se rendre en personne à l'utiliser dans ces cours en ligne à la place. Donc, oui, je suis bien d'accord avec ce qui a été mentionné. Une approche hybride serait idéale. Ça accommoderait les besoins et les capacités de différentes personnes et de demeurer flexible et d'avoir de la compassion avec les dates de remise, les dates limite de remise des travaux. Donc, je sais que durant la pandémie, si les personnes avaient la COVID ou des problèmes de santé mentale, il y a eu beaucoup de flexibilité avec ça. Donc, je crois que ça aussi, ça pourrait être normalisé. Sur les placements cliniques,
Je venais de terminer ma première année alors que la pandémie a commencé et certains placements cliniques ont permis aux étudiants de voir leurs clients de façon virtuelle ou au téléphone. Donc, j'espère que les sites de placement peuvent encore utiliser cette approche hybride selon les besoins des clients. Moi, je peux encore voir un tiers de mes clients sur Zoom, un tiers au téléphone et un tiers en personne. Donc, on peut répondre aux différents besoins de tous et toutes. C'est vraiment tout à fait vrai. J'ai toujours dit en tant que prof, je ne peux pas corriger tous les travaux en une journée. Donc, si vous avez besoin de flexibilité, on peut en parler. Bien sûr, on doit respecter les règles de l'université sur les dates limites pour accepter les travaux, mais avoir cette flexibilité pour d'autres types de travaux comme des présentations orales, si on peut avoir des approches flexibles, créatives, comme par exemple de se préenregistrer. Tout ça m'a aidé à devenir une meilleure enseignante. Donc, certains d'entre nous sont encore sur le campus peut-être ou déjà sur le campus et certains d'entre nous sont encore en ligne. Alors, selon vous, qu'est-ce qui a été fait pour promouvoir un retour sécuritaire sur les campus? Calvin? Donc, ce que j'ai vu sur ça, c'est des actions collectives par des gens qui ressentent l'impact de ça, pas tant de l'administration. Certaines personnes de moi et d'autres avons travaillé sur certaines choses et on a créé un groupe qui s'appelle Perspective sur Mac pour résister ce retour non sécuritaire au campus. On a fait des pétitions, créer des lettres ouvertes, un sondage, des choses comme ça pour partager nos inquiétudes. Mais l'administration n'a pas vraiment répondu à tout ça, mais on espère que cette pression va les encourager à repenser les choses. Il y a aussi eu la défense des droits avec les professeurs, le personnel et les syndicats d'enseignement. Dans ma situation, il y a eu aussi la défense de droits de la part de mon département qu'ils ont contacté l'administration disant qu'on doit faire les choses un peu différemment, que certaines choses ne vont pas fonctionner. On a eu un peu de succès avec ça. Et il y a eu des enseignants qui ont voulu se concentrer à faire ce qui est la bonne chose versus ce qu'on leur demande de faire. Mais le retour sur les campus demeure quand même pas trop sécuritaire. Oui, oui. Alors, prochain intervenant, Karen ou Kathleen? Avez-vous des idées? Je suis d'accord avec Calvin. Oui, moi aussi. C'est intéressant. À mon établissement, un des grands défis, c'est cette tension, dichotomie entre on veut être sécuritaire, mais aussi bien faire. Mais c'est une entreprise dans les campus. Donc, avoir ces rétroactions. Pour certaines personnes, c'est pas possible. Merci, Calvin. Vous avez partagé quelque chose dans le chat. Les participants peuvent regarder. Mais bon, pour ceux d'entre vous qui avez un programme virtuel, est-ce que ça a été utile ou est-ce qu'il y a des défis? Margaret, je vais commencer avec vous parce que vous avez mentionné que votre programme est entièrement virtuel maintenant. Oui, je crois qu'il y a eu des défis dans le sens où il y a eu une qualité inégale des cours. Certains cours ont 6 sections, alors qu'au début,
Les professeurs auraient fait un suivi personnalisé pour s'assurer que les étudiants suivent bien avec le matériel, mais il y a des lacunes à ce niveau maintenant. Mais les défis aussi sont sur le plan d'engagement avec nos collègues. Certaines personnes, tout le monde a des besoins différents, mais pouvoir avoir cet engagement avec une caméra allumée, par exemple, ça pourrait être mieux d'avoir ce sens de sécurité dans notre réseau, surtout dans un programme comme le travail social. Mais comme Calvin et Karen ont dit, il faut permettre un accès pour les différents besoins et admettre que la pandémie n'est pas terminée, qu'elle est toujours avec nous et à être donc flexible avec ces différents besoins. Karen, j'ai eu un placement virtuel aussi et ça a été très utile. On a appris des choses. On a appris que c'est possible et qu'on peut reconnaître ça et l'utiliser à l'avenir. Pour certains clients, ils ont besoin d'être là en personne, mais il faut avoir cette flexibilité. C'est très important. Est-ce qu'il y a d'autres idées sur ça? Calvin, peut-être? Oui, ça a été très utile pour moi. Pour moi, ce n'est pas sécuritaire d'être sur le campus. Donc, être en ligne, avoir cette possibilité, c'est super important. Mon programme était en ligne pour 3/4 de l'année jusqu'après la semaine de relâche de février. Après, c'était un peu chaotique. On a demandé aux gens de retourner au campus. J'ai eu à avoir des accommodements, plus de documentation médicale, mais j'ai pu rester en ligne. Il y a eu certains défis. J'ai vraiment besoin de sous-titrage en ligne, mais pas tant en personne. C'est parce que la qualité du son fait que c'est plus difficile à tout comprendre. Alors, j'ai eu des défis avec ça, mais j'ai eu en général les sous-titres. Aussi, le manque de structure est difficile. Quand on va au campus, on a ça. J'ai besoin de cette structure pour réussir. Donc, ça a été un défi. Et je me sens aussi seule. C'est difficile de créer des connexions avec les gens dans mon programme quand on n'est pas présent en présentiel. Et j'ai eu certains cours qui ont eu une approche flexible, hybride, où il y avait des personnes en présentiel et moi, j'étais là sur Zoom et c'était bien, mais j'ai trouvé qu'il y a eu des problèmes avec la qualité de l'audio. Il y a parfois juste un micro dans la pièce et je ne peux pas entendre les gens qui sont au fond de la pièce. Et aussi, les écouteurs dans la salle ne sont pas assez forts, donc les gens ne m'entendent pas. Les haut-parleurs, pardon, donc il y a encore de la place à l'amélioration. Je pense que oui, le format hybride, il faut que ce soit bien fait, bien structuré. Je me souviens que j'étais à une fête et puis j'étais sur le côté, puis je regardais mon écran. Alors, c'est comme si j'étais là, mais pas complètement là. Et l'autre problème, c'est que parfois, j'étais devant un grand écran dans une pièce, mais donc, également, il y a le côté de vie privée qui doit être considéré. Alors, est-ce que certains des panélistes voudraient intervenir là-dessus? Alors, pour moi, j'ai trouvé, c'était, il y a eu un petit peu des deux. Autant c'était bien avantageux, mais c'était aussi plein de défis. Alors, au début de la pandémie, je suis retournée en Alberta où ma famille vit et je m'attendais à être là un court moment, mais finalement, ça n'a pas duré un mois, c'était beaucoup plus long.
Alors, je suis restée avec ma famille jusqu'à pratiquement la deuxième année de mon programme. Alors, c'était très bien dans le sens que j'avais pas le problème de l'isolement social parce que j'étais avec ma famille, mais d'autre part, il y avait la question du décalage horaire. Donc, il fallait que je me réveille à 5 heures pour pouvoir suivre mes cours. Donc, il n'y avait pas vraiment beaucoup de flexibilité autour de ça. Et j'imagine si vous êtes un étudiant international et que vous voulez revenir à la maison et passer du temps là et continuer à suivre les cours, ça peut devenir compliqué à accommoder. Alors ça aussi, ça posait certains défis. Donc les différences d'horaire, ça pourrait être comme résolu, par exemple, avec les enregistrements qu'on peut écouter un peu plus tard en différé. Alors, et puis, il y a par exemple, en début de pandémie, on n'avait pas la disponibilité des sous-titres. Et puis, Zoom n'a pas offert cette option-là jusqu'à ce que les gens n'ont pas commencé à en parler et ont mentionné que c'était nécessaire. Alors, dans ce sens-là, c'était bien de pouvoir mettre en lumière certaines problématiques d'accessibilité et aussi pour pouvoir essayer de répondre aux besoins différents de chacun, chacune. Donc, comme par exemple les fuseaux horaires. Et ça, c'est aussi une autre question, un autre enjeu, celui de trouver un équilibre de façon à ce que les gens qui veulent être en présentiel puissent être là parce qu'ils ont besoin peut-être de plus de socialisation et ceux qui ont besoin d'être en ligne puissent le faire. Alors, pour revenir à la question des accommodements, quelle est la différence au niveau des accommodements qui sont nécessaires pour les études de premier cycle et les études supérieures? Alors, la question, encore une fois, quels sont les différents accommodements qu'on peut faire, dépendamment si on parle des études de premier cycle ou les études supérieures? Alors, donc, c'est sûr que les deux niveaux ont des défis différents. Alors, quand on parle, par exemple, de placement, comme disait Karen, quand on parle de recueil de données, par exemple, sur le terrain, d'examens globaux, examens finaux, quels sont les genres d'accommodements que l'on peut offrir dépendamment des deux cycles? Je n'ai pas vraiment de réponse parce qu'il n'y a pas de document qui donne les grandes lignes et dit, bon, ben voici ce que vous devriez faire si vous devez offrir des accommodements. Donc, je pense que ça prend du temps de travail, d'abord avec l'étudiant et la personne responsable de ces accommodements pour comprendre quels sont les besoins. Et puis, souvent, les responsables des services d'accessibilité ne sont pas toujours au courant des différents volets de caractéristiques des études supérieures et donc ne sont pas capables de vraiment de naviguer dans ces contextes. Donc, ne savent pas à quoi peuvent ressembler ces accommodements. Alors, étant donné qu'il n'y a pas d'uniformité, finalement, il s'agit de cas par cas, de négociation avec le conseiller, entre le conseiller et l'étudiant. Et ensuite, partir de là. Mais il y a différents autres volets qui s'ajoutent, par exemple, par rapport aux prérequis académiques. Donc, par exemple, si vous êtes un étudiant en doctorat, dépendamment de votre programme, vous devez faire des publications, vous devez participer à des conférences. Alors, le monde académique n'est pas toujours déjà au départ accessible. Alors, quels sont les aspects non académiques que l'on doit également couvrir et comment est-ce que les accommodements couvrent ces aspects-là quand ils ne sont pas listés dans les prérequis académiques? Pour avoir parcouru justement ce cycle-là, le cycle des publications, il y a toute une série d'étapes à suivre.
Et ensuite, il y a aussi la navigation plus pratique, donc de tout l'aspect publication et l'interface qui est nécessaire de parcourir. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais pour ce qui est de la publication, ça dépend aussi du type de recherche que l'on fait, ça dépend de l'espace dans lequel on évolue. Dans notre travail, lorsqu'il y a du matériel plus réflexif, on a besoin de différents types d'accommodements. Mais Karen, Calvin, pardon, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Sur le plan personnel, je n'ai pas vraiment senti une grosse différence entre les deux niveaux. Il y a probablement eu des différences, mais ça n'a pas eu de gros impact sur moi. Ce que je peux dire, c'est que les accommodements étaient envoyés aux responsables de département et ensuite, c'était vraiment aux étudiants d'aller contacter les professeurs et d'avoir ces négociations. Donc, il fallait être proactif. Mais maintenant, dans mon propre domaine, je n'ai pas vraiment remarqué de grosses différences. Par contre, j'ai remarqué que lorsque j'ai dû réactiver mes accommodements et puis j'ai rencontré les responsables des services aux étudiants, certains des accommodements que j'avais obtenus avant ne pouvaient plus être continués au niveau des cycles supérieurs. Alors, j'avais des accommodements, par exemple, par exemple, au lieu d'écrire un devoir ou un travail, je pouvais faire une présentation PowerPoint. Ça, c'est un des accommodements que j'avais avant. Et ensuite, ça m'a été enlevé. Mais mon département était relativement souple par rapport à ça. Mais on savait bien que l'écriture était quand même un élément essentiel. Donc, mes professeurs, par ailleurs, comprenaient vis-à-vis de moi qu'ils savaient qu'ils pouvaient m'accommoder aussi par rapport à la rédaction. Mais ça, c'était du 1 à 1. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait avant, que on sait que les podcasts, les présentations, les PowerPoints, ça devient de plus en plus des façons de présenter le travail que l'on a réalisé. Alors, c'est intéressant de savoir que de votre côté, les professeurs étaient prêts à négocier. De votre côté, Karen? Alors, je ne sais pas comment ça fonctionne dans les autres universités au Canada, mais pour moi, le fait d'avoir un conseiller en accessibilité qui connaissait bien le programme de premier cycle ou de cycle supérieur, c'est important. Donc, on avait certaines recherches et autres qui étaient obligatoires. Et donc, j'ai trouvé qu'à ce niveau-là, les accommodements étaient différents au niveau du premier cycle, au niveau du cycle supérieur. Parce qu'il y a beaucoup de prérequis quand on arrive au cycle supérieur. Donc, j'ai trouvé que mes conseillers en accessibilité, mon conseiller en accessibilité était formidable parce qu'il était capable de me donner des accommodements à court terme, entre autres. Parce que, par exemple, il y a quelques mois, j'ai eu un accident d'auto, donc avec des conséquences. Et donc, on m'a donné, on a accepté de me donner des accommodements provisoires ou à court terme. Et donc, on a discuté ensemble pour voir comment est-ce que l'on pouvait venir à ma rencontre. Donc, je ne sais pas si on a des conseillers spécifiques pour chacun des programmes premier cycle ou programme supérieur. Ça, c'est important. Ce serait une des questions à poser. Margaret, est-ce que vous avez également quelque chose à ajouter? Alors, je suis arrivée un petit peu tard quand j'ai reçu mon diagnostic. Donc,
j'ai essayé de naviguer dans le système parce que c'était déjà trop tard. Mais je pense que c'est lié aussi à la structure du programme que j'avais qui durait sur c'était un cours sur 6 mois, mais c'était des week-ends. Donc, j'avais du temps en plus qui m'avait été octroyé pour remettre mes travaux. Alors, ça avait déjà été tendu, donc c'était très difficile d'avoir un extra de temps. Et j'ai et puis les choses étaient un petit peu plus compliquées parce que beaucoup du travail qu'on devait réaliser, c'est du travail de groupe. Donc, je ne pouvais pas faire ça toute seule. Et j'ai eu la chance d'avoir quand même un bon groupe avec lequel je collaborais. Donc, ils me donnaient tous les préavis. Ils ont commencé à travailler ensemble bien en avance parce qu'ils savaient que j'avais besoin de plus de temps. Et donc, je pense que dans un contexte comme celui-là où on travaille juste sur 6 semaines, on a des temps quand même assez serrés. Mais comme je disais, l'équipe était très souple. Maintenant, sur d'autres plans, par exemple, on n'a plus besoin de prendre de notes et parce qu'on a le sous-titrage. Donc, ça, déjà, c'était une très bonne chose. Ça nous a beaucoup aidé comme outil. Et puis, l'autre chose, c'est l'accès au texte électronique. Donc, ça aussi, ça a été très aidant pendant mes études de premier cycle. Alors, c'est très important de penser à tous ces outils. Et tout le monde utilise des livres électroniques dans mon programme. Et en fait, c'est aussi ce qui nous a évité de demander des accommodements parce que ça répondait déjà à nos besoins. Parfois, les accommodements ne sont pas vraiment nécessaires parce que l'environnement a tellement changé pour tout le monde qu'on n'a plus besoin de demander des accommodements spécifiques pour nous. Alors, je vais ouvrir la question à tous, lancer la question à tous. Comment trouver un équilibre entre les différentes nécessités, la famille, les études, équilibre entre vie professionnelle et vie privée aussi, ou étudiants diplômés? Alors, quant à moi, Calvin, je trouve que c'est difficile. C'est vraiment difficile. Je ne sais même plus qu'est-ce que ça veut dire, le mot équilibre. Si on parle d'équilibre entre le travail académique et, euh, et le reste, c'est difficile. C'est difficile à définir. Et par exemple, tout au long de mes études, tout ce qui était médical, tout ce qui était suivi médical, ça a comme été passé au plan secondaire. Alors, par exemple, bien des choses étaient reportées, comme les rendez-vous chez le dentiste ou médicaux, parce qu'il y avait beaucoup de choses que je devais suivre, et donc ça passe au deuxième plan. Et puis, j'avais des accommodements qui étaient très aidants, par exemple, du temps supplémentaire pour remettre mes travaux, puis ça, c'était vraiment nécessaire, surtout cette année. Et pendant les semaines où je me disais, mon Dieu, on est obligé maintenant de revenir en personne et j'arrive pas à me concentrer, à travailler parce que je suis trop inquiet par rapport à ma vie en général. Et puis, une chose qui était très aidante, c'était de prendre le temps de respirer, là, et pas se brûler. In my program, and I started meeting weekly throughout the semester. Donc, j'ai eu besoin d'un groupe de soutien de pairs pour parler de nos expériences dans le programme et dans nos vies. Et ça a été très utile dans cet environnement en ligne où c'est vraiment difficile de créer ces connexions, de les mettre dans notre horaire. Récemment, une des choses que j'ai trouvées très utile, c'est cet été et l'été dernier aussi, des amis, on a commencé à se rencontrer une fois par semaine dans des parcs. On a passé du temps ensemble pour lire, manger des collations. Ça a été vraiment utile pour moi. Ça m'a donné une petite
pause, du temps pour faire quelque chose qui n'est pas de l'école et ne pas me sentir coupable en même temps. Merci beaucoup. Ce sont des choses très importantes de prendre soin de soi et gérer ça pour certains d'entre nous, c'est difficile, ça prend du temps. Et ce changement a fait que les gens n'ont pas eu à penser à comment prendre soin d'eux-mêmes, soit à l'école ou à la maison. Mes étudiants en ont parlé aussi. Ils ont pris cette énergie et l'ont mis dans leur apprentissage. C'est un bon point. Donc, gérer les accommodements aussi tout le temps que ça prend. Donc, ce travail invisible que beaucoup d'entre nous avons à faire, il faut prendre ça en compte. Est-ce qu'il y a d'autres panélistes qui voudraient intervenir? Oui, allez-y. Je suis d'accord avec tout ce que Calvin a dit aussi. Je parle souvent de ce besoin d'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, mais bon, ça ne veut pas dire que je suis la meilleure à le faire. Dites-le pas, s'il vous plaît. Ma première année d'études supérieures, je travaillais 24 heures sur 7. Je prenais jamais de pause. J'avais des attaques, des crises d'angoisse et j'ai réalisé que ça ne fonctionnait pas pour moi, que j'avais besoin de limites. Et donc, je me suis dit, ma deuxième année, je ne travaillerai pas les soirs et les week-ends. Je m'étais mise cette restriction. La troisième année, j'ai eu un accident de voiture avec une concussion et j'ai eu j'ai eu une commotion cérébrale, donc j'ai des migraines, je dois m'adapter parce que parfois, je ne peux pas regarder des écrans, je dois être dans une pièce sombre, des choses comme ça. Donc, j'essaie de pas travailler les week-ends, mais j'essaie d'être flexible aussi. Donc, par exemple, si je prends un jour de pause parce que j'ai une migraine et le jour d'après, je vais peut-être devoir travailler le soir ou un week-end, mais j'essaie de ne pas être dur envers moi-même, d'être flexible, de ne pas me juger. Mais ça dépend de vos besoins de soins de soi. Donc, je ne pense pas qu'il y a un règlement spécifique qui fonctionne pour tout le monde. Je crois qu'on doit connaître ses propres besoins, son corps et ce que ça signifie et comment gérer donc cet équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Oui, bien sûr, et connaître son propre rythme, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir? Margaret et ensuite Cathy. Allez-y, Margaret. Je suis bien d'accord. Je ne suis pas certaine de comment le mettre en place dans ma vie, mais je suis meilleure durant les mois d'été et de printemps pour pouvoir sortir, marcher. C'est plus difficile pour moi l'hiver. Je n'aime pas l'hiver. Pour moi, c'est d'avoir une structure avec mon agenda, de planifier et de diminuer mes attentes par rapport à ce que je peux accomplir en une journée et d'avoir de la compassion envers moi-même sur ça. Donc, ce sont certaines des choses que je fais. Kathleen? J'ajouterais qu'en tant que quelqu'un qui a fait son doctorat et maintenant travaille, je regrette de ne pas avoir passé plus de temps plus tôt durant mes études à définir ce que c'était l'auto-soin pour moi et à développer de meilleures pratiques dans ce sens. Ce n'était pas un mot que j'utilisais à l'époque, le soin de soi. Je ne faisais que travailler, travailler, travailler. Et ça m'a rattrapée, je dirais, durant la pandémie. Et ça prend
plus d'1 an de se sortir d'un burn-out, de guérir et de développer de meilleures pratiques. Donc, pour les personnes qui sont dans des programmes de 2e ou 3e cycle, pensez à prendre soin de vous-même. Pensez à des stratégies, des outils pour continuer à développer ces pratiques. Parce que quand on va arriver sur le marché du travail, certaines choses vont changer, d'autres choses vont rester exactement les mêmes. Et en tant que membre de la faculté, ma vie est pareille que lorsque j'étais une étudiante de 3e cycle, mais j'ai encore plus de choses à faire. Donc, développer ces pratiques de soins de soi le plus tôt possible. Super, merci beaucoup. Je vais laisser quelques minutes pour les questions. Je vais en poser une dernière et ensuite, on va laisser les dernières minutes pour des conclusions et des annonces finales. Donc, ma question finale aujourd'hui, c'est par rapport à quelle est la transition entre les cours et le travail sur une thèse? Comment ça se passe? Que ce soit en ligne ou en personne, pour moi, je me sentais un peu perdue. Je ne savais pas quoi faire avec moi-même. Donc, je vais lancer ça. Quiconque peut répondre. Moi, je suis dans cette étape. J'ai fini mes cours en avril et je ne sais pas quoi faire de ma vie, pour être complètement honnête. Donc, comme Margaret a dit, j'essaie de créer une structure parce que je n'ai pas un horaire avec mon cours. J'ai juste 2 jours de practicum, mais le reste de la semaine, je ne sais pas ce que je fais. Donc, j'essaie de me créer une routine. J'ai vraiment besoin de ça. Donc, pour moi, en ce moment, c'est d'essayer de savoir si le matin, je veux juste prendre un café, lire pour m'amuser uniquement, ou est-ce que je sors à 6 heures du matin pour courir, ou qu'est-ce qui fonctionne pour moi? Donc, mais pour être complètement transparente, j'essaie encore de voir ce qui fonctionne le mieux pour moi. Donc, je suis curieuse d'entendre les autres panélistes sur le sujet. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient? Oui, Karen, je suis d'accord. C'est vraiment difficile de ne pas avoir cette structure, surtout quand on écrit notre thèse ou notre mémoire. Comme, par exemple, tout mon été, c'est d'écrire une thèse. Donc, comment est-ce que je structure ça? Je crois que la transition pour moi a été très difficile, surtout parce que je suis un peu en retard sur certains travaux. Je suis encore en train de terminer certaines choses alors que je commence ma recherche. Donc, c'est pas super amusant, mais j'y arrive. Et je crois qu'une des choses qui a été surprenante, c'est de voir combien de travail j'avais vraiment besoin de faire avant la fin des classes. Donc, la demande pour le bureau d'éthique, ça a pris ça a pris 10 fois le temps que je pensais que ça prendrait. J'espère que j'aurai plus jamais à en faire. Oui, oui. Donc, réaliser que j'avais à faire ça en plus de mon travail dans les cours. Donc, pour la structure, ma recherche a des groupes de discussion aux 2 semaines. Donc, c'est une façon de me structurer. Je fais ces groupes de discussion. Ensuite, j'ai 2 semaines pour lire la transcription, écrire au fur et à mesure. Donc, au lieu d'attendre à la fin, alors ça me force à travailler sur les choses plus tôt. Et aussi, je remplis mon temps avec autre chose, comme les week-ends au parc, par exemple. Et le mois dernier, j'ai fait une formation de soutien entre pairs qui m'a donné un peu plus de structure. Je prends aussi un cours de ASL, donc en langage des signes américain, pour m'aider à voir ce que je fais durant mes semaines. Ça m'aide d'avoir ça au lieu d'avoir une semaine sans aucun plan, aucun horaire. Super! Donc,
Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Bon, alors maintenant, je vais ouvrir ça pour la période de questions et réponses. Vous pouvez les mettre dans la boîte de clavardage. Nous avons un modérateur qui va nous aider avec ça. Et aussi, si vous voulez, si vous êtes à l'aise, vous pouvez enlever la sourdine et poser des questions de vive voix. Ça a été un excellent dialogue avec nos panélistes, avec Kathleen, juste d'entendre vos perspectives, vos parcours, les différents programmes cliniques, travail social, doctorat, travail de thèse. Donc, j'ai vu du partage dans la boîte de clavardage. Donc, Junie, que je pourrais te demander de commencer à lire ce qu'il y a dans la boîte de clavardage. Je crois que Unique n'est pas là. Donc, Alia, pourrais-tu le faire, s'il vous plaît? Je me demandais s'il y avait juste un délai. Donc, je vais regarder ça rapidement. Donc, je vais aller au début pour m'assurer que je pose les questions dans l'ordre qu'elles ont été posées. Donc, j'ai une question de Megan. Comment est-ce que vous mitigez de rester motivé à travailler sur votre thèse quand vous avez trouvé un emploi, donc un emploi que vous avez aimé, qui vous donnerait plus d'équilibre entre le travail et la vie privée. Donc, on peut ouvrir ça à nos panélistes. Comment est-ce que vous restez motivé? Calvin, allez-y. Je n'ai pas eu cette situation exactement. Je ne fais pas de recherche d'emploi parce que je ne veux pas en trouver un qui va faire que je vais vouloir abandonner l'école. Mais je crois que c'est important de faire de la recherche qui nous passionne, à laquelle on va pouvoir réfléchir sans arrêt. Et toujours essayer de rendre ça amusant et motivant. Pour moi, écrire, c'est difficile, mais une des choses que j'ai fait, c'est d'écrire mes réflexions, je crois des petits magazines. Je crée des magazines, c'est amusant. C'est pas nécessaire pour moi d'écrire d'une façon académique. Je ne fais qu'écrire. Ensuite, je l'utilise et je joue des trucs à mon cerveau, lui disant que ça m'aide à planifier, à écrire ma thèse. J'adore ce que vous avez dit parce que ce que vous avez fait, c'est que vous avez contourné la façon traditionnelle de conceptualiser les études académiques et la recherche parce que c'est important. On a vu ça, que la traduction des connaissances, c'est super important. Donc, un magazine, c'est intéressant. Il va falloir m'expliquer ce que c'est parce que je ne connais pas. Mais, par exemple, il y a d'autres façons de communication comme des balados-diffusion, des infographiques. Tout ça est important pour publier les connaissances qui sont générées avec la recherche. Alors, c'est super important de faire ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait répondre à ça ou est-ce qu'on devrait passer à la prochaine question? D'abord, quant à moi, j'aime pas beaucoup faire de la rédaction. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas écrit ma thèse, mais ça rejoint toujours la question de savoir comment est-ce que je peux traduire mes idées sur papier. Alors, je pense qu'il s'agit vraiment de trouver différentes façons de produire, de transmettre la connaissance et de le mettre, de le passer à d'autres, donc pas nécessairement par écrit, mais de transmettre. Alors, une des choses que je dis toujours, c'est que c'est très difficile parfois de visualiser les progrès parce que c'est comme si ça finissait jamais. Alors, je conseillais, par exemple, de visualiser ça, faire un effort de visualiser. Donc, chaque fois qu'on avance d'un paragraphe, on le met de façon à pouvoir le voir, on le visualise.
Donc, c'est ce qui vous permet à un moment donné de vous rendre compte que vous avez peut-être lu 200 pages, ou vous avez produit 200 pages, et c'est important pour vous, même pour vous motiver, de voir le progrès. Alors, il y a différentes façons, mais c'est important de pouvoir suivre le progrès. Merci beaucoup. Alors, on est arrivé à la fin de notre rencontre. Je pense qu'on pourrait continuer pendant tout l'après-midi, mais je sais que chacun a ses occupations. Alors, j'aimerais remercier nos panélistes, Karen, Calvin, Margaret, Kathleen. Merci d'avoir été ici pour partager vos parcours et vos conseils. Merci Alaya, merci Alan Frank, merci aux interprètes, Gilles et Isabelle. Alors, tout ça ne serait pas possible s'il n'y avait pas derrière une équipe qui nous soutient. Alors, je vous encourage à suivre l'information. Il y aura donc un enregistrement qui sera mis à votre disposition. Et